Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette 8e édition de votre journal hebdo. Aujourd'hui, ce ne sont pas des informations comme depuis le début, mais un dossier sur The Great Reset, la grande réinitialisation en français. Le sujet est de plus en plus exposé. À tort ou à raison, ce n'est pas la question. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Qu'est-ce que The Great Reset? La Troisième Guerre mondiale? La fin du monde? Ou plutôt, la fin d'un monde? Certainement un peu de tout ça à la fois. À première vue, ça peut faire peur parce que l'humain se sent en sécurité dans son petit confort quotidien, avec ses habitudes. Pourtant, ces dernières années, les données ont changé tout doucement pour commencer, puis se sont accélérées avec la crise du Covid qui a bouleversé notre univers. Une chose est certaine, quelle que soit l'issue, plus rien ne sera comme avant. Essayons de comprendre les éléments qui ont amené à cette situation, et tant pis si je passe pour un horrible complotiste à la fin de mon développement. De toute façon, ce mot est brandi à chaque fois que l'on tente d'avoir un autre courant de pensée que celui du pouvoir en place. Que cela vous rassure, ce qui va suivre est juste mon analyse, mon ressenti. En aucun cas, je n'ai l'ambition de détenir la vérité avec un grand V. La succession de sujets que je vais exposer pose question à beaucoup d'entre vous. Je vous laisse vous faire votre propre avis, puisque c'est la seule façon d'avancer dans les décombres de notre société cassée. Il est inconcevable de ne pas nous questionner sur ce qui nous a amenés à devenir des prisonniers, plus ou moins dociles d'une situation politico-pandémique. Nous venons de vivre ce printemps le premier confinement à l'échelle mondiale de l'histoire de l'humanité qui a enfermé près de 4 milliards d'individus, ce qui donne tout son sens à l'expression épidémie qui, dans sa traduction grecque épidémia, veut dire séjour à la maison. En France, les hôpitaux ont été débordés par manque de moyens, matériels autant qu'humains, avec pour unique cause nos dirigeants. 7400 lits ont été supprimés depuis l'accession de Macron au pouvoir, 69 000 depuis 15 ans, et cette crise sanitaire ne les a pas arrêtés en si bon chemin puisque le gouvernement continue d'en supprimer, en même temps qu'il ferme les hôpitaux. La vérité sur la gestion du Covid, c'est que ceux qui sont aux manettes depuis des décennies appauvrissent l'hôpital public. Et rien n'est fait pour parer à ce problème depuis mars 2020. Les politiques ont beau dire que tout sera prêt quand la deuxième vague surgira. Pourtant, c'est faux. Il suffit de regarder la situation sanitaire de ces derniers jours. Même le protocole Raoult, qui semble être une des seules alternatives en attendant mieux, a été interdit. Pourquoi ne font-ils rien pour combattre ce virus résistant ? Le président a dit dès le départ que nous étions en guerre, alors que son rôle aurait dû être de rassurer les Français. Ce mot guerre, prononcé à 6 reprises de manière martiale, a réveillé en nous de douloureux souvenirs. Pas étonnant que les Français, au-delà de la polémique du papier toilette et des pâtes, se soient rués sur les rayons des supermarchés. Le gouvernement a insisté sur les termes guerriers, distillant la peur dans les foyers. Couvre-feu, état d'urgence sanitaire, catastrophisme des médias mainstream, répression policière, y compris dans la gestion du coronavirus qui a été confiée à un conseil de défense. Tous ces signes sont inquiétants et démontrent que l'État dérive dans le totalitarisme. Faisons un retour en arrière pour essayer de comprendre ce qui nous a amenés là. Depuis l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence, les décisions des gouvernements se sont fait jour au grand public, moins de secrets, plus de médiatisation, voire de surmédiatisation, avec les chaînes mainstream. Leurs programmes et leurs politiques ont sombré dans l'amateurisme, montrant enfin qu'ils n'étaient que des hommes de paille, des marionnettes dont les fils sont tirés par les plus puissants. Fini la politique politicienne. La France est devenue une entreprise managée par les multinationales et les ultra-riches qui n'y connaissent rien en géopolitique. Alors, ils avancent pas à pas en lançant des ballons d'essai pour voir comment va réagir l'opinion publique. Si le peuple ne réagit pas, les dirigeants continuent dans cette voie. S'ils se rebellent, ils se replient pour revenir un peu plus tard, avec une autre approche. Pour ces puissants, les femmes et les hommes politiques sont interchangeables à volonté, peu importe de quel bord ils sont, puisqu'ils ne sont que des faire-valoir, des fusibles comme on dit. Avec la crise des subprimes qui a agité la planète finance, les banques se sont retrouvées dans le rouge, chacun son tour. Une seule façon de les sauver, faire appel aux banques centrales qui ont fait marcher la planche à billets. Et comme par magie, tout a été remboursé en quelques mois. Comment y sont-ils arrivés quand nous mettons des mois, voire des années à rembourser nos crédits ? Pourquoi ne pas faire de même avec les dettes des pays
si cela est tellement efficace. Nous reviendrons plus tard sur la dette française, mais aussi mondiale. La crise des subprimes n'a-t-elle pas été un test grandeur nature pour un plan de plus grande ampleur, quelques années plus tard? Et si le SRAS-CoV en 2002, le MERS-CoV en 2012, le H1N1, le H5N1 n'étaient que des tests pour une épidémie à plus grande échelle? La question mérite d'être posée quand on entend l'épidémiologiste britannique Neil Ferguson, surnommé le maître du désastre par ses collègues tellement ses prévisions sont de prévoir des millions de morts pour des épidémies comme celle de la vache folle ou encore de la grippe aviaire. Ce même personnage réitère ses prévisions dramatiques qui ont enfin effrayé les dirigeants du monde et amené au confinement généralisé de la planète. Alors que jusqu'à maintenant le taux de mortalité pour 7,8 milliards d'êtres humains est de 0,02%, loin des chiffres de ce charlatan. Ou alors, le Covid n'est peut-être pas à la hauteur des espérances de ceux qui l'ont créé. Je m'explique. Pour le SRAS-CoV et le MERS-CoV, l'origine animale a été prouvée rapidement avec la chauve-souris pour le premier et le chameau pour le deuxième. Mais dans le cas du SARS-CoV-2, le Covid-19, aucun scientifique à ce jour n'a pu déterminer qu'il soit de provenance animale. Le doute est d'autant plus prégnant puisque les coronavirus d'origine animale n'affectent que très peu les humains. Et même en cas d'une transmission, le virus s'éteindra rapidement, faisant très peu de victimes. Pour appuyer là où ça fait mal, voyons d'où est parti le SARS-CoV-2, de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, ville possédant un laboratoire P4 livré par la France en 2016, et endroit où sont manipulés les virus les plus dangereux de la planète. On ne peut nier la coïncidence, même si aucune preuve n'a été apportée à ce jour sur sa responsabilité. Continuons notre tour d'horizon des coïncidences. Octobre 2019 ont eu lieu les Jeux mondiaux militaires dans cette même ville, et selon certaines sources, plusieurs de nos soldats auraient contracté le Covid au cours de ceux-ci. Étrange, même si le ministère de la Défense dément formellement l'information. Mais avons-nous encore confiance dans la parole de nos ministres? La suite, vous la connaissez avec l'annonce du confinement en France, puis dans le reste du monde. L'instauration d'un état d'urgence sanitaire qui permet au gouvernement de prendre des décisions par décret, des décisions émises par une autorité souveraine, comme le président de la République, le président du Conseil ou le Premier ministre. L'Assemblée nationale est en partie écartée de tout arbitrage, pour permettre au président Macron de devenir le symbole de l'hyper-présidentialisation. Sans contradiction, puisque les débats parlementaires deviennent stériles et l'opinion de la rue est prisonnière du confinement. Pourquoi tant de distanciation avec le peuple? Que cachent ces méthodes autoritaires? Macron aurait-il la folie des grandeurs, appuyé par les ultra-riches qui se frottent les mains d'avoir trouvé celui qu'il cherchait? Ou alors, serait-il frustré de n'avoir aucun pouvoir au niveau européen et comme un sale gosse, dicte à ses ministres et ses conseillers ce que l'Europe ne lui interdit pas encore? Sait-il qu'il fait partie de ceux qui ne sont rien, comme il l'a exprimé dans une gare, au milieu de ses patrons, les ultra-riches, que sa marge de manœuvre n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait voulu? Alors, il se venge en créant le chaos dans cette crise du Covid? À moins que ce ne soit le contraire, et qu'il ne soit que la voix des personnes puissantes qui poursuivent un but précis. Avez-vous entendu le mot transhumanisme? C'est un courant de pensée extrémiste qui prône l'augmentation des capacités intellectuelles, physiques et psychologiques. Vous allez me dire que ce n'est pas extrémiste de rendre les gens meilleurs, plus forts. Pourtant, sachez que vous n'aurez jamais accès à ce courant de pensée. Vous n'aurez jamais droit à cette cure de jouvence. Seuls les puissants seront les dieux. Et nous, les inutiles, survivrons, comme aime à le dire le docteur Laurent Alexandre, le cofondateur du site Doctissimo. Je qualifierais plutôt ce personnage d'eugéniste, puisqu'il se dit profondément darwinien, convaincu que la nature élimine les plus faibles, et qui prône la sélection génétique. Il n'y a qu'à voir comment il monte au créneau pour défendre Bill Gates et son clan mondialiste eugéniste, en descendant le professeur Didier Raoult et son protocole à l'hydroxychloroquine. Puisque nous abordons le sujet de Bill Gates, étudions le profil de cet homme, qui veut s'imposer comme le sauveur de l'humanité, celui qui va vacciner la planète entière contre un vilain virus. Plutôt paradoxal comme idée, alors qu'à la tête de Microsoft, il n'a jamais été capable de lutter contre les virus informatiques. Deuxième donateur de l'OMS avec la fondation Bill et Melinda Gates, après les États-Unis, bien que Trump leur ait joué un mauvais tour en supprimant les dons états-uniens avant de se faire éjecter de la Maison-Blanche. Son poids sur le monde de la santé est immense, et pour se faire passer pour un philanthrope doublé d'un bon samaritain, il n'hésite pas à médiatiser ses campagnes de vaccination en Afrique.
Sa femme Melinda a d'ailleurs annoncé que les premiers servis quand le vaccin contre le Covid serait disponible seraient ces populations pauvres, ainsi que les Noirs américains des quartiers défavorisés. Plutôt surprenant comme décision, et même inquiétant quand on connaît le temps qu'il faut pour découvrir un vaccin efficace sur un virus inconnu. Mais nous y reviendrons plus tard. Il n'y a plus qu'à espérer que ce projet ne soit pas de l'eugénisme pour éradiquer une population gênante, à l'instar du nazisme durant la Deuxième Guerre mondiale. Je fais un rapide retour sur l'échec de Trump aux élections américaines, qui était déjà plié, puisque son avenir s'était sérieusement assombri depuis ses dernières décisions, comme celle de stopper le financement de l'OMS. Biden était le candidat idéal puisque dans le moule de la pensée mondialiste. Le coronavirus est un accélérateur du ralentissement de l'activité humaine. Une façon d'imposer la robotique et l'informatique, de nous appauvrir en perdant notre travail, nos acquis sociaux et notre liberté. Le gouvernement distille la peur, gouverne par la peur, manipule les chiffres pour nous asservir. Et ça, c'est bien plus dangereux qu'un virus. J'appellerais ça une épidémie de mensonges. Comment ne pas penser qu'il n'y a pas anguille sous roche quand on voit qu'ils n'ont pas peur de tout perdre, puisqu'à l'abri de toute retombée, et quand tout sera terminé, ils s'en sortiront encore plus riches et plus puissants. Comment ne pas imaginer le pire quand nous sommes surveillés 24 heures sur 24 par des drones, des caméras de surveillance, nos portables, les réseaux sociaux, et encore plus avec la 5G qui s'installe à l'abri de nos regards confinés. Big Brother et Big Data sont nos ennemis, sans oublier Big Pharma qui s'organise de façon consciente contre le bien commun, à des fins financières. Il suffit de voir l'opération boursière qu'a fait le patron des laboratoires Pfizer quand ils ont annoncé l'arrivée prochaine du vaccin contre le Covid-19. Un joli délit d'initié qui restera impuni, bien sûr. Comment est-il possible qu'un laboratoire ait pu concevoir un vaccin aussi peu de temps ? Surtout quand on sait que le vaccin contre la grippe saisonnière est souvent inefficace. Et sachant qu'il faut en moyenne une douzaine d'années pour mettre au point un tel vaccin, le tester et le distribuer en grande quantité. Serais-je encore à soupçonner un complot à grande échelle ? Cette question n'est pas si ridicule quand on sait qu'une simulation pandémique appelée The Event 21, le 18 octobre 2019 au Pierre, un hôtel de luxe de Manhattan, organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security, avec les partenariats du Forum économique mondial et de la fondation Bill et Melinda Gates. Et oui, encore eux. Il paraît que ce rendez-vous existe depuis 2016. Pas très efficace ces simulations quand on voit les résultats du Covid-19. Un peu à l'image de Microsoft. Décidément, Bill Gates aurait dû choisir un créneau où aucun virus ne pouvait le mettre en échec. La première partie de notre dossier sur The Great Reset se termine ici. Je vous invite à découvrir la suite dans la seconde. À tout de suite.